On refait le H, l'émission exclusivement consacrée au HBC Nantes, chaque semaine dans la HBC Nantes Family. En présence d'invités, supporters, bénévoles, journalistes, nos spécialistes analyseront sans phare l'actualité du HBC Nantes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 22e émission de On refait le H. Pour m'accompagner ce soir, je serai en compagnie de Yann, administrateur du groupe Facebook HBC Nantes Family. Bonsoir Yann. Bonsoir Paul, bonsoir à tous. Et voilà, et donc Mika n'est pas avec nous ce soir, il a pris un peu de repos. Mika, on t'embrasse, on pense fort à toi. Ouais, on pense fort à toi mon copain. Vivement que tu reviennes la semaine prochaine, c'est beaucoup plus drôle quand on est trois. Et ça marche pour les émissions et pour le reste également. Au programme de cette 22e édition, nous reviendrons évidemment sur le match de Nantes contre Paris. Nous évoquerons également le match retour contre Magdebourg. Enfin, nous évoquerons également la victoire de la N1 contre Bruges. Et puis, nous terminerons en évoquant les prochains matchs du H, à savoir celui de mercredi contre Saint-Raphaël et celui de ce dimanche en Coupe de France contre Ivry. Mais commençons sans plus attendre sur ce match contre Paris avec ce final ahurissant pour ce score magistral de 29-29. Voilà, et ben la première équipe à tenir en échec Paris, c'est Nantes, et ça risque de le durer pour un petit moment. Qu'as-tu pensé de ce match, Yann ? Alors, pour petite précision, c'est la première équipe à tenir en échec en Lidl Star League. En Lidl Star League, tout à fait. Le PSG s'est déjà incliné 3 fois en Champions League, 2 fois contre Barcelone, 1 fois contre Gégette, mais la première à prendre des points contre le Paris Saint-Germain en Lidl Star League, c'est nous. C'est nous. Bon, s'il y a un peu de bruit, je fais juste une précision, s'il y a un peu de bruit, c'est qu'on enregistre exceptionnellement en direct des Brassés. Donc il y a l'ambiance qui est autour. J'espère que vous en profitez autant que nous. Pour revenir sur le match, un kiff monstrueux, une ambiance phénoménale, une équipe du H au niveau auquel on l'attend, peut-être même plus qu'au niveau auquel on est censé l'attendre. On aura juste la frustration du résultat 29-29, même si c'est un très bon résultat parce que ça nous permet de conserver la 2e place avec 1 point d'avance sur Nîmes. Mais Nico Tourna a la balle de la victoire entre les mains et après il y a des gardiens en face qui sont là pour faire le job. Corrales fait un super arrêt. Voilà, 29-29. On a fait un démarrage en trombe 4-0, complètement inattendu. On savait qu'on allait mettre de la pression tout de suite, mais de là à avoir 4-0, il y a cette petite pincement au cœur d'être qu'à un seul but à la mi-temps, 16-15, alors qu'on a plusieurs fois la balle du plus 5 et on n'arrive pas à la mettre. C'est là qu'on voit que Paris est une équipe extrêmement forte, extrêmement costaude, parce qu'ils se sont fait trimballer par le H. Parce qu'encore à la 23e, il y avait 4 buts d'écart. Enfin, pas grand chose de la mi-temps. On se disait c'est bon, on va avoir un petit matelas à la mi-temps pour. Ouais. Et puis voilà, ce matelas c'est réduit comme peau de chagrin. Mais c'est là qu'on voit que Paris est vraiment une équipe sensationnelle. C'est un Rémilly qui est complètement en dehors des clous. Des ailiers qui sont pas dedans non plus, Dumoulin qui fait un excellent match, qui fait une super première période, qui arrive à sortir les ballons des ailiers, qui sort le 7 mètres d'Hansen. Il n'y a que Sagosen qui survole, mais bon, c'est pas le meilleur joueur du monde pour rien, il a 11 buts sur le match, c'est un joueur stratosphérique, mais on voit quand Paris est en dedans avec des joueurs qui marchent pas sur l'eau comme d'habitude, et ben pourtant ils grattent et puis ils reviennent à un point. Ils sont même passés devant à un moment donné en seconde période. Là, je vais pas vous mentir, j'ai commencé un peu à avoir l'estomac qui se nouait parce que je me suis dit mince, on joue vraiment bien, on fait tout ce qu'il faut, on met tous les ingrédients nécessaires pour l'emporter ou tout du moins pour accrocher ce match nul. Et Paris, la force tranquille, on va dire, à la Mitterrand. C'est un peu ça, mais qui finalement tient le cap, quoi. Mais tu l'évoquais, là, moi cette première mi-temps de Cyril, elle m'a enthousiasmé. Alors même si sur les stats, en fait, en les consultant, on s'aperçoit qu'il est un tout petit peu en dessous des 1000. Mais en tout cas sur la présence, parce qu'il arrête un penalty, il fait des arrêts décisifs. Émile fait un match, comme d'habitude aussi de très haute volée, en sachant que c'est pas les mêmes joueurs en face que contre d'autres matchs. C'est ça. Donc les arrêts ont pas le même poids non plus. Et psychologiquement, pour lui, mais aussi pour l'équipe,
être dedans dès le début, sortir des arrêts dès le début et permettre à l'équipe d'être à 4-0. Alors il fait pas que des arrêts, il y a des interceptions de Balaguer, il y a autre, mais tout le monde est au diapason. C'est extraordinaire. Moi, ce que je vais ressortir un joueur du lot parce que c'est un joueur que j'aime vraiment beaucoup et qui est critiqué régulièrement, c'est Olivier Gnocas. Oui. Olivier Gnocas, oui, c'est un joueur qui a du déchet parce que c'est un joueur à risque, je le répète régulièrement. Alors forcément, quand vous prenez des risques, vous avez plus de déchets que si vous faites que des passes latérales. Mais là, il a été extraordinaire. Il est élu d'ailleurs homme du match par beIN Sport, par les téléspectateurs de beIN Sport à la fin du match, et c'est complètement logique. Ces stats parlent pour lui. Il est à 6 buts, il termine à 85%, il fait 2 passes décisives. Bon, il a 5 pertes de balles, effectivement, mais parce qu'il prend des risques, il y va. Et voilà, puis en défense, en plus, il est là, quoi. En l'absence de Cavalcanti qui est blessé. Et c'est le seul joueur sur le poste d'arrière gauche en tant que vrai poste, parce qu'on sait que Mine peut jouer aussi là. Et en défense, il a été pareil, stratosphérique. Il aurait rentré dedans, il anticipait les ballons. Alors, effectivement, il y a d'autres joueurs, et je pense que vous ne manquerez pas à l'écoute de l'émission, vous ne manquerez pas de le souligner, même chez vous. Je vous entends même un peu en avance, mais effectivement, moi je pense à David Balaguer qui signe un 4/4 contre Paris, qui a pris des tirs décisifs aussi, qui les a mis. Émeric Mine qui a eu un peu plus de déchets, mais qui était présent aussi, qui met 5 buts et qu'on a vu dans le jeu. On Nico Tourna, dont les qualités sont plus inventées, qui est toujours régulier. On ne peut pas lui reprocher Tout à fait. le ballon qu'il a en main pour le but de la victoire. Comme je disais, il y a les gardiens en face qui sont aussi payés pour faire des arrêts. Tout à fait. Donc, il signe 6 buts, Nicolas Tourna, il a été là aussi. Et Valero Rivera, j'allais l'oublier, mais non. Valero qui est toujours à 70% de réussite. Bon voilà, c'est aussi effectivement, on a vu, effectivement, Alberto a pas fait trop tourner, il s'est appuyé quand même sur des valeurs sûres. En même temps, c'est Paris, on va pas. Il a quand même fait tourner parce que même Baptiste Damatrin est rentré. Alors il a une perte de balle en fin de première période qui nous coûte on va pas dire un but, mais en tout cas une perte de balle. Où là il avait au lieu de mettre de la colle, il a dû mettre du savon. Bon, je pense que c'est plus un manque d'attention et franchement on va pas tirer sur l'ambulance, quoi. Il a pas fait exprès, ça arrive, c'est les jeunes joueurs, c'est comme quand Thibaut brillait et pas dedans, ça arrive, ils apprennent et c'est notamment sur des gros matchs comme ça que tu apprends. Et puis on est tombé sur une équipe de Paris, alors effectivement on les connaît ces joueurs, ils sont dans toutes les meilleures équipes, ils ont plusieurs fois été élus joueurs de l'année. Bon, il y en a un qui a quand même marqué le match de son empreinte, c'est Sander Sagosen, qui termine avec 11 buts, avec 11 sur 13. 11 sur 13, 84% de réussite, c'est juste incroyable. Il fait une passe décisive, bon il a 3 pertes de balles, mais c'est un match, il vole au-dessus des autres. Bon, Nedim Remini t'en parlait, il signe un but. Mais il n'était pas dedans du tout. Non. Sigurdsson par contre est à 5 buts, avec 83% de réussite. Et puis après, il y a d'autres joueurs qui le gardien, surtout Rodrigo Corrales, qui a 13 sur 34. Qui signe un 4 sur 5 avec 80%. Corrales nous a fait du mal quand il est rentré, parce que tant qu'il y avait Vincent Gérard, on n'était pas trop on n'était pas inquiet, ça nous faisait même plaisir d'ailleurs. Il est à 0 sur 8, donc... c'est son niveau. Ouais, voilà, je vais en profiter pour balancer un petit tacle, parce que ces derniers temps, il a beaucoup fait parler de lui dans la presse, parce qu'il c'est le représentant du syndicat des joueurs, à juste titre là-dessus. Par contre, je lui jette pas la pierre, c'est très bien ce qu'il fait. Par contre, à un moment donné, il faut avoir un discours qui soit en cohérence avec ses actes. Tu peux pas à un moment donné tenir des discours sociaux à longueur de journée et aller jouer dans une équipe qui est détenue en fait par un pays qui s'appelle le Qatar et qui exploite des ouvriers népalais dont plus de 3000 sont morts pour construire des stades de foot pour une Coupe du Monde qui normalement va se jouer maintenant en hiver. Mais voilà, si t'es un peu cohérent, tu vas pas jouer dans des clubs à la con comme ça. Mais non, mais voilà. C'est un discours qu'on entend aussi, on va pas se mentir. C'est un discours qu'on entend en dehors. Effectivement, de le dire à l'antenne, chacun a son avis sur Paris. Voilà, c'est pas sur Paris, là, c'est sur Vincent Gérard. C'est son engagement syndical, je le respecte et c'est tout à son honneur. Par contre, faut être cohérent sur toute la ligne. Par contre, il faut être cohérent. Voilà, c'est. Bon voilà, c'était en tout cas ça c'était un peu à part sur Vincent Gérard. Effectivement, Corrales nous fait très très mal, il signe 13 arrêts. Bon, il a été énorme. Ça va être une grosse perte pour Paris. Paris qui perd Corrales l'année prochaine, qui signe à Veszprém, qui récupère Yann Gentil. Alors j'espère pour eux
que Yann Gentil retrouvera son niveau de l'année dernière, parce que cette année à Chambéry, c'est vraiment pas ça. Ça, c'est une vraie grosse perte pour eux, et puis la perte de Sagosen qui va à Kiel. Après, je me fais pas de mouron pour eux. Ils auront la carte bleue, les pétrodollars pour pouvoir recruter. Il y a un joueur, moi, de Paris, que j'ai trouvé, je m'attendais à voir plus fort, mais parce que c'est au vu de son palmarès, c'est Hansen. Je pensais qu'il en verrait plus. Finalement, il a beaucoup fait jouer les autres, et pas trop sur ses qualités personnelles, en tout cas. Hansen, cette année, c'était depuis l'Euro, c'est un peu comme l'année dernière quand il y a eu la Coupe du Monde. On va dire à un degré moindre, c'est que la Coupe du Monde, ils sont champions du monde, il revient et il fait 6 mois, une deuxième partie de saison avec Paris qui sont quand même, pas calamiteux, mais qui sont bien en dessous de ce qu'il est capable de faire. Mais je pense parce que le mec a la tête ailleurs en tant que champion du monde et puis c'est normal. Là, c'est exactement pareil. Le Danemark a fait le même parcours que la France à l'Euro, c'est-à-dire dehors à coup de pied dans les fesses dès le premier tour. Pour un champion du monde en titre, ça la fout mal. Là, il s'est fait. Je pense qu'il est encore aussi là-dedans et qu'il s'est pas remis de ça. Et ses prestations sont vraiment pas bonnes depuis le retour de l'Euro. Après, le gars a un niveau stratosphérique aussi, il reviendra, je ne fais pas de soucis pour eux. De toute façon, ça c'est leur problème, c'est pas le mien. Complètement. Enfin, en tout cas, cette équipe du H nous a fait bien plaisir. Effectivement, même si pendant une longue partie du match on était au-dessus, on s'est dit quand même, c'est ce qu'on se disait en fin de match, partir avec un match nul contre Paris, c'est quand même pas dégueu. Et au vu de l'effort déployé par les joueurs, surtout sachant les échanges qui les attendaient derrière, ça reste quand même une très belle performance. C'est ça, c'est pas dégueu. On est les seuls à avoir pris un point contre Paris qui jusqu'à présent a fait 16 matchs, 16 victoires. Il y a juste la frustration de se dire qu'on aurait pu faire mieux et forcément on attend toujours mieux. Après, l'équipe a été extraordinaire, on peut que les applaudir. Et le public, franchement, il y a eu une ambiance aussi pendant tout le match, et ça faut le saluer parce que je suis sûr que ça porte aussi les joueurs, ça donne envie de se dépasser. Voilà, tous les publics ont été là et c'est vraiment une très belle ambiance. La H-Arena a fait un bruit pas possible. Mention spéciale, une fois n'est pas coutume, au Ultrash, effectivement, pour le tifo qui était vraiment magnifique. Et puis d'ailleurs ils ont fait une petite bande-annonce de la réalisation de ce tifo sur les réseaux. Je vous invite à aller voir pour ceux qui veulent savoir comment ça se passe. Enfin, en tout cas voilà, un très beau match à tout point de vue. Et on remercie encore l'ensemble, donc forcément les joueurs, le staff du H, les supporters et puis tous les autres qui étaient présents dans cette salle. On va passer ensuite maintenant dans la suite de l'émission au deuxième match qui nous importait après Paris. C'était ce match retour contre Magdebourg et cette défaite du H. Bon, qu'est-ce qu'on en retient de ce match, Yann? Frustration parce que 29-28, il y avait largement moyen de pouvoir au moins accrocher le nul, voire même l'emporter, je dirais là-bas. C'est plus... alors, deux choses. Il y a nous, on a été fébriles, on a fait des mauvais choix, on n'a pas été comme il fallait, quoi. Franchement, en première période, c'est vraiment pas ça. Après, il y a un arbitrage qui est abominable, quoi. Je veux bien que les Allemands, c'est eux qui ont inventé le sport, c'est eux que machin, c'est eux que Cologne, mais à un moment donné, ça va, quoi. Qu'est-ce que c'est que cet arbitrage, mais absolument dégueulasse. Arbitrage maison, comme on dit, mais là, oui, c'est évident. Alors, oui, on peut s'en prendre aussi à nous-mêmes sur des erreurs qu'on a faites, mais faut pas déconner. Avec un arbitrage, on va dire, professionnel et cohérent, c'est pas le même match non plus, et donc c'est pas le même résultat. Et ça, c'est particulièrement frustrant. Je retiens ça, on en a rigolé parce qu'on a regardé le match ensemble de l'ambiance, parce que c'est une salle de 7000 places. Alors, a priori, ils étaient un peu plus de 5000, c'était pas plein, mais quand même. J'ai l'impression qu'ils étaient 10, quoi. Ouais, voilà, c'est que des ambiances un peu plus chaudes, quoi. Non, c'est pas. En même temps, c'est sûr que Magdebourg, comme ça, de prime abord, ça respire pas la chaleur. On se dit pas, tiens, si je veux aller me dorer la pilule, je vais aller à Magdebourg. Bon, sur le terrain, fort heureusement, malheureusement même, ils étaient un peu trop chauds, mais. Le seul moment où ils ont mis un peu d'ambiance, on va dire, c'est qu'ils ont pris Olivier Gnocca sans grippe. Alors, je tiens à rassurer Ludovic qui m'a envoyé un message pendant le match en me disant c'est moi ou il siffle Olivier.
Oui, mais c'est pas parce que c'était pas un acte raciste, hein. C'est pas parce que Olivier est noir du tout, et fort heureusement, c'est juste parce qu'à un moment donné, Olivier a pris un petit coup au visage et pas grand chose, et puis il en a rajouté un petit peu pour essayer de gratter 2 minutes, et il avait bien raison. À sa place, on aurait fait pareil. Bon, sauf que il les a pas grattés, les arbitres ont vu le truc. Ça, ils l'ont vu par contre. Hein. Ouais, ça par contre ils l'ont vu. Ouais. Et donc après, forcément, publiquement, a pas trop apprécié, et donc s'est fait siffler régulièrement. Bon, c'est de bonne guerre, hein, qui mettent la pression sur nos joueurs. On va pas. De bonne guerre avec une équipe allemande. Bon, je sais pas si l'expression est judicieuse, mais en tout cas, effectivement, c'était bien joué de la part des Allemands. Bon, en même temps, c'est pas non plus des lapins de 6 semaines. Hein. Enfin, je veux dire, Magdebourg, ils ont l'habitude de ces échanges-là. Voilà, ils visent le titre en EHF comme nous, donc il n'y a pas. Il y a des joueurs qui sont encore illustrés. Alors moi, je pense tout de suite comme ça, sans voir les statistiques. Alors gardien, à Yannick Green là, qui m'a fait très forte impression, qui est même agaçant tellement il est présent. Et puis ils ont eu d'autres joueurs après qui ont mis des points aussi, notamment Damgaard Nielsen là, qui était très très fort. Michel Damgaard, le problème c'est qu'on savait, hein, c'est le joueur danois. Le poison. On avait réussi à plus ou moins le museler au match aller. Bon là, le mec à 10 sur 16, il en met 10. Ouais. Bon, Aymeric Mine lui a rendu l'appareil, puisque Aymeric est à 10 sur 14. C'est vraiment le joueur nantais qui est sorti du lot. Il fait un match extraordinaire. Ouais. Il a 71% de réussite. C'est ça qu'il sauve le match parce qu'il tient la marée. Puis on l'a vu très présent, tenter des tirs aussi des fois très différents. Moi, c'est ce que j'ai aimé, c'est qu'il a vraiment varié son jeu. Il surprenait comme ça cette équipe de Magdebourg qui a eu beaucoup de mal à trouver la solution effectivement. Ouais. Alors après, j'ai juste un petit bémol, c'est sur alors pourtant je remets rarement en cause la gestion de Alberto Entrados depuis le début de saison. Là, c'est sur la gestion des gardiens. Alors que je comprends tout à fait depuis le début, c'est-à-dire qu'il y en a un qui fait le mi-temps, l'autre qui fait le mi-temps, quelle que soit la performance d'ailleurs du joueur qui est aligné en première. Là, en fait, Émile fait vraiment une bonne première mi-temps, ou en tout cas fait une mi-temps plus que correcte. Et Cyril, c'est vraiment pas ça sur la deuxième. Et j'ai pas compris en fait pourquoi il l'a gardé. Ça arrive, hein, je blâme pas Cyril Dumoulin là-dessus, hein, ça arrive. Puis en face, les mecs. Ça aurait pu s'inverser sur le match contre Paris. Parce que... Voilà, et puis en plus les gars ont des positions, donc à un moment donné il n'y a pas que Cyril. Mais comme ça passait comme dans du beurre, à un moment, pourquoi ne pas remettre Émile, qui lui va peut-être te sortir l'arrêt. Bon, c'est pas très grave, hein, c'est pas tiré sur Cyril hein, quand je dis ça, c'est juste. Bien sûr. Peut-être qu'on aurait pu essayer quelque chose au niveau des gardiens sur la seconde période. Après, qu'on passe à si peu, qu'on se dit, tiens. Après, c'est sur une globalité. Alors, ce qui est frustrant, c'est que oui, on conserve la deuxième place au vu des résultats entre Vélénier et les Espagnols. Mais maintenant, il va falloir qu'on gagne les 2 matchs restants. Hein. Il n'y a pas le choix. Si on veut être dans les meilleurs deuxièmes pour pouvoir être qualifié en quart de finale, faut qu'on aille gagner ces deux matchs qui nous restent dans cette poule de HF. Je pense effectivement, sans doute que cette défaite contre Magdebourg, elle va nourrir ce joueur aussi d'une certaine revanche. De motivation, il y en avait forcément, mais de dire on n'est vraiment pas passé loin, on peut aussi prouver quand même qu'on peut aller chercher des grosses équipes. Ouais, mais je pense qu'il y a plus sur ce coup-là, il y a plus de frustration que de motivation, parce que... Je pense que ça va plus rester comme quelque chose d'inachevé plutôt comme un élément de motivation. Quand on voyait les déclarations de Nico Tourna, de Dragan Pech-Malbec, en fait le vrai match de la semaine c'était pas contre Paris, c'était contre Magdebourg. C'est parce que Paris de toute façon, alors oui ça nous permet de conserver la deuxième place, d'avoir fait ce match nul, mais on doit encore recevoir Nîmes, on doit encore recevoir Montpellier, donc on avait toujours les cartes en main, je veux dire. Là c'était plus compliqué quoi. Maintenant on est obligé de gagner nos 2 matchs. Pour pas être tributaire des résultats des autres quoi. Voilà. Bon on aura le temps. On le fera, j'ai pas de doute, hein. On le fera, mais bon ça aurait été mieux si on avait au moins accroché le nul. C'est sûr. Alors après, on va évoquer le prochain match, le prochain sujet de cette émission, à savoir la victoire de la N1. Et effectivement, ils ont gagné ce week-end. Alors, je crois que c'était contre Gien-Loiret. Bruges. C'était contre Bruges, pardon. Gien, contre Bruges, ouais. Tout à fait. Et donc, voilà, quoi retenir du coup de cette victoire du coup de la N1 ? Et déjà le résultat, parce que Bruges-Lormont est toujours d'ailleurs 2e au classement. J'en profitais vite fait là, plutôt que Mika donne souvent les classements en fin, je vais le donner maintenant. Le Paris Saint-Germain handball est toujours premier de cette poule de N1 avec 42 points. Bruges-Lormont avec 39 points et Lanester est 3e avec 36.
Lanester aurait pu revenir sur Bruges, mais ils ont eu la bonne ou la mauvaise idée, moi je dirais la bonne parce que je suis plutôt supporter de Rezé, de perdre à Rezé, contre Rezé, donc pour moi c'était plutôt une bonne nouvelle. Pour l'ami Alain de Lanester, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Lui qui m'avait envoyé plein de SMS pour qu'on s'impose contre Bruges-Lormont, on l'a fait, mais après c'était à vous de faire le job les gars derrière. Donc, et le H est 4ème avec 35 points, donc pour une équipe, je le répète aussi à chaque émission, qui monte de National 2 en National 1, être 4ème, 35 points, c'est vraiment très bien. Après, que retenir, il y a quand même des stats qui sont parlantes sur ce match. Il y a 13 arrêts d'Andrea Coleluari. Il a été fantastique. Et puis il y a un joueur qui s'illustre à l'image d'Emeric Min contre Magdebourg. Matteo Fadui fait 10 buts sur 12 tirs. On vous a souvent parlé de lui aussi, on le voit jouer aussi, on voit ce joueur évoluer, monter. Il y a un joueur dont on parle un peu moins, qui est Pelechenko, qui signe 7 buts, mais qui est là aussi. Et il y a 7 sur 9, et Victor, en fait, avait fait la prépa avec l'équipe pro, il a fait quelques matchs. Il est un peu disparu des radars début de saison, et là 7 sur 9, j'espère qu'il reviendra bien, parce que c'est vraiment un joueur que j'affectionne. Donc je suis très content pour lui. Et puis un joueur je me souviens dont tu avais parlé aussi souvent, et même Mika également, Joris Limousin, qui met 6 buts également sur 9 tentatives. C'est un super ailier, Joris. Et Alex Morand qui revient aussi, Alex Morand et Guénot Le Gaillard qui signe à 4 sur 5 également. Vraiment une partie très 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 belle de la N1. Signalons également les 3 buts de Lucas Petro et Lucas de la Bretèche qui met également 2 buts. Donc, ce qui est intéressant, c'est surtout, alors il y a eu beaucoup de buts, c'est 37-34, c'est un gros score, mais bon après c'est pas, ça arrive souvent en N1 où c'est rarement des scores à la Dunkerque 21-19 quoi. Mais par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est que les consignes de Dimitri Florence ont vraiment été respectées à la lettre du début à la fin, que ce soit dans l'engagement, que ce soit en défense, que ce soit par toute l'équipe. Et c'est pas toujours le cas. On a des bons résultats parce qu'on a des bons joueurs, mais des fois ça peine à être discipliné. Et là, ça a été super discipliné. 37-34, mettre 37 buts au deuxième, c'est bien. C'est pas rien, vraiment bien. C'est une belle prestation de la N1. Et on avait perdu là-bas. Tout à fait. Et effectivement, on vous encourage à aller les voir parce que ça monte de niveau et c'est une équipe qui est très très agréable à avoir joué, avec notamment des joueurs que vous avez déjà vus avec l'équipe première, donc n'hésitez pas quand vous pouvez aller les voir les matchs de la N1. On va maintenant passer au dernier sujet, à savoir les 2 matchs qui arrivent pour l'équipe première. Il y a le match de mercredi contre Saint-Raphaël et le match de dimanche en Coupe de France contre Ivry. Alors on va d'abord commencer par ce match de mercredi contre Saint-Raphaël. Comment tu le sens ce match de mercredi, toi Yann ? Compliqué, Saint-Raph, c'est une équipe qui n'est pas du tout à son niveau cette année, qui a quand même un effectif plus que correct. Ils sont 7e, si j'ai bon souvenir du classement. C'est une équipe qui est ultra physique. Quoi. Ils sont 8e, je crois, mais oui, c'est ça. 8e. C'est Dunkerque qui doit être 7e. Et Dunkerque est 7e, ça. Et c'est une équipe qui est ultra physique. On va retrouver notre boucher bourrin préféré, Adrien Dipanda, qui a pris d'ailleurs un carton rouge lors du dernier match. Il devra en prendre un chaque match, vu les méfaits qu'il exerce à chaque rencontre. Ce type-là, c'est incompréhensible. Il serait meilleur à la World Wrestling Federation plutôt que sur un terrain de handball, je suis à peu près persuadé, parce que c'est quand même un mec adepte des atémies et des coups de la corde à linge. Et voilà, ça va être compliqué. Il y a Chimikou qui aime aussi mettre des sacrés parpaings. Après, ils ont des joueurs de ballon. Il y a Cocheteux, qui nous a fait une Neymar lors du dernier match là, en chouinant parce que on lui a effleuré le zboob et a priori et ça a dû avoir quelque chose, mais monsieur sans coronesse, on va dire ce jour-là, parce que il a roulé. Bon, après, ce qui est bien, c'est que sur ses simagrées, son simulacre de blessure, il a paumé la balle. C'était contre Ivry, c'était à Ivry. Il a paumé la balle et ce qui a fait que Ivry l'a remporté sur ce match-là. Donc bien fait pour lui. La prochaine fois, au lieu de faire le con et au lieu de chouiner, il essaiera de jouer. C'est un joueur qui est extraordinaire sur l'aile. Alors il n'a pas besoin de faire ce genre de conneries. Donc non, je le sens compliqué parce qu'on fait pas mal de voyages. Là, aujourd'hui, ils prenaient l'avion.
en Allemagne pour aller à Nice, de Nice rebouger à Saint-Raphaël. Ça fait quand même pas mal de déplacements, quoi. Et puis là, on a eu une semaine Magdebourg, Paris-Magdebourg. Et Saint-Raph le sait. Et comme tout leur jeu est basé sur l'impact physique, Bien sûr. je pense que ça va être bien compliqué. Après, on n'a pas le choix, quoi. Après, sur la dernière confrontation, il n'y a pas eu photo. Enfin, à chaque fois, la Nantes l'a emporté. Je crois que le dernier match nul, ça remonte. Finalement, je crois que c'était début. Oui, c'est ça, c'était en avril, début avril 2019, avec un 33-33. Mais sinon, voilà, faut quand même remonter avant de voir une défaite de Nantes face à Saint-Raphaël. Donc, Ouais, non, on est d'accord, mais. Puis c'est une équipe un peu en construction, avec le coach adjoint qui est devenu coach, un peu comme chez nous, hein, et avec moins de moyens et un peu moins de talent. Mais ça va être compliqué, ils jouent tous sur le physique. Et donc nous qui sommes fatigués, ils vont nous rentrer dedans. Alors ce qui peut nous sauver, entre guillemets, c'est que Nîmes, sur cette journée-là, va jouer au Paris Saint-Germain. Espérons que le PSG leur mette une raclée, ou en tout cas qu'ils gagnent le match. Et comme ça, si nous on avait un faux pas, ce que je ne souhaite pas, et je ne le crois pas, je pense qu'on a les moyens quand même de s'imposer là-bas, ça nous permettrait au moins d'avoir un petit matelas ou un filet de sécurité. Voilà. c'est vrai que les Après, joueurs. Oui, vas-y. faisons le boulot, gagnons là-bas et après on se foutra du résultat de Nîmes et contre Paris Saint-Germain. Si on gagne à Saint-Raph, le boulot est fait. C'est vrai qu'il y a des joueurs à surveiller dans cette équipe de Saint-Raph. Tu parlais effectivement Raphaël Kochter, qui est leur meilleur buteur. Raphaël Kochter qui est leur meilleur buteur. Mihail Popescu dans les buts qui est très très bon aussi. Daniel Sarmiento aussi qui est très bon. Il y a des joueurs de l'équipe de France que vous connaissez. Hein. Tu vas parler d'Adrien Dipanda, il y a Xavier Barachet aussi qui est également présent dans cette équipe. Qui a vraiment décliné après toutes les blessures qu'il a connues à Paris, il malheureusement. Au niveau qu'il a eu. Ouais, parce que c'était vraiment un joueur fabuleux. Ouais. Et ça me rend triste parce que c'est un mec que j'aurais bien voulu voir chez nous en tant qu'arrière droit, vu qu'on manque d'arrière droit, il aurait pu faire du bien. Bon, maintenant, il est vraiment en dessous de ce qu'il a pu être, quoi. Mais voilà pour cette équipe, se focus un peu sur l'équipe de Saint-Raphaël. Le deuxième match du coup à venir, alors pardon, je vais trop vite, mais justement si tu devais faire un pronostic là sur ce match contre Saint-Raphaël, Yann, qu'est-ce que tu pronostiquerais hein? Étant donné nos ambitions, l'objectif de seconde place, je vois une victoire compliquée parce que comme je te dis, ils vont vraiment nous rentrer dedans, mais on est en termes de fluidité de jeu, en termes de défense, statistiquement en défense, en attaque on est au-dessus, mais fluidité de jeu et de talent et même sur des prises de risque individuelles on est au-dessus, donc je vois une victoire mais pas une grosse, 2 buts, 3 buts, quelque chose comme ça. Et sur le score, tu ne nous vois passer les 30 points Ah non. Non, genre un 27-25. 27-25. Écoutez, moi je pense qu'on ira titiller les 30. Hein, après, je dis que des bêtises depuis le début. Donc, on fera un point bientôt sur effectivement tous les pronostics par l'équipe dont on refait le H. Ça sera l'occasion de voir quel est le plus mauvais. J'ai pas dit effectivement le meilleur, mais bien le plus mauvais. Écoutez, moi je vois une victoire en tout cas de plus 4. Voilà, je vois une victoire de plus 4 des hommes d'Alberto Entre Rios. Et je pense qu'on ira titiller les 30 points, voire même peut-être 31 points, mais ça sera dur. Mais allez, 30 points sûrs. Et donc je vois un score de 26 pour Saint-Raphaël. Et le deuxième match de cette semaine, ce sera donc en fin de semaine en contre Ivry, dans le cadre de la Coupe de France. Ce sera donc ce dimanche. Bon, là aussi un match qui devrait... alors effectivement, il arrive après toutes les autres échéances, donc il va falloir garder un peu d'influx physique et d'énergie, mais à pas prendre à la légère non plus. Comment on sent ce match contre Ivry ? On les a rencontrés il n'y a pas longtemps en championnat. On s'en est défait plutôt aisément, pas dès le premier quart d'heure, mais plutôt aisément. Là, c'est pas pareil, c'est un quart de finale, donc c'est des matchs coup près. Celui qui perd est éliminé. Ivry, pour eux, c'est vraiment une belle opportunité cette Coupe de France, donc je pense que les gars vont tout donner. Il y a le Benjamin Bataille qui a signé à Montpellier, pas le gars qui viendra chez nous, son frère, qui est absolument monstrueux depuis le début de saison. Donc lui, ce sera vraiment le joueur à surveiller. Il récupère en plus quelques blessés. Il n'y aura pas le retour de Mathieu Bataille. Donc ceux qui s'attendaient à le voir, a priori, même pour entrer dans la confidence, il devrait, ou peut-être qu'il s'est déjà fait opérer de la pubalgie, donc il devrait plus rejouer d'ici la fin de saison. Donc il arrivera à Nantes tout frais ou en difficulté de reprise, on verra. On lui souhaite de se rétablir. Mais c'est un vrai bon gars. Puis il vient chez nous, donc on espère récupérer un gars en bonne santé et qui galope. Mais ça va être compliqué parce que c'est des matchs coup près comme ça. Et
mais logiquement, on est censé s'imposer et passer en demi-finale. Il n'y a pas photo entre l'effectif d'Ivry et le nôtre. Même s'ils ont un excellent gardien que Tunich, même s'ils ont Benjamin Bataille, comme je le disais, c'est Morten Vium, voilà, Non, il a signé à Chartres, je dis bêtises. C'était l'année dernière qu'il était là-bas. Mais c'est une très belle équipe, mais qui est quand même chaque année en difficulté en championnat, qui vise plus le maintien que les top places. Ça n'empêche pas qu'ils vont essayer de nous titiller jusqu'au bout, c'est normal. Hein. La dernière confrontation, c'était en novembre dernier. Hein, non, on les a joués il y a un mois et demi. Ouais. En tout cas, c'est vrai que c'est une équipe qui est tenable par le H. Très clairement, s'ils font un match au niveau. Oui. Nous, les soucis, c'est des soucis, on va dire, de riches à un moment donné. C'est qu'on est qualifié dans toutes les compètes. On a le Final Four de la Coupe de la Ligue. Si on le joue, je dis ça parce que je vais en parler par rapport à Ivry. Si on le joue, parce qu'avec le coronavirus et les restrictions de manifestations de plus de 5000 spectateurs sont interdites. Justement, par rapport au match d'Ivry, le H a plafonné le nombre de places à 4800. Alors, ce qui est une connerie monstrueuse, que 200 de plus, 200 de moins, je vois pas ce que ça change, mais bon, après, sans doute pour avoir la certitude que le match se déroule, quoi. Oui, non, mais là, c'est pas le H que je critique, c'est les autorités. Mais bon, si à un moment donné, on devait faire appel à l'intelligence de la République En Marche, on n'en serait pas là, toi. Ce message est passé également, mais bon, effectivement, on se dit qu'il y a 200 personnes de plus. Est-ce que c'est vraiment ça qui multiplie hier, il y a bien eu un Saint-Étienne-Lyon. On va nous dire, c'était à ciel ouvert, c'est dans un stade, c'est pas confiné. Sauf qu'il y a 60 000 mecs, quoi. Effectivement, avec une très belle victoire de Lyon, il faut le souligner également. Oui, pas les supporters de Lyon, voilà. Mais voilà, c'est absolument ridicule. Mais bon, donc j'espère que le Final Four se tiendra, parce que on l'espère aussi, parce que on va faire le déplacement et on espère bien vous le faire. On n'en sait rien en fonction de l'évolution, mais c'est où, pour revenir à nos moutons, c'est où est-ce qu'on va fixer les priorités et mettre le curseur. La priorité, c'est la seconde place, c'est évident en championnat. C'est la Coupe EHF et c'est le Final Four. Maintenant, parce qu'on y est, peut-être que la Coupe de France est secondaire. Après, comme Ivry est un club qui est quand même, on va dire, abordable pour nous, je pense qu'on va pas le galvauder, mais ça va peut-être tourner, parce que là, vu le nombre de matchs qui nous attend, faut aussi ménager sa monture si on veut aller loin. Tout à fait. C'est-à-dire que ce match contre Ivry, dans d'autres circonstances, on dirait, oui, clairement, ça va être facile. Entre guillemets, ça va être facile. Là, vis-à-vis des échanges qu'on a eues et des matchs à venir, on peut dire aussi que les joueurs, ils vont faire attention aussi, parce qu'ils se connaissent. Il faut jauger son état de forme, il faut être sûr de ses... Je pense que la plupart n'ont pas envie de se blesser non plus. Ils voient leurs petits copains des fois qui se blessent et qui ont des blessures qui traînent. Donc voilà, attention, ce match n'est pas joué, ça devrait le faire pour Nantes, mais il va falloir être appliqué, jouer sérieusement. Et dès le début du match, pour ne pas courir après le score pendant tout le match, on risque de prendre des dangers trop importants, ou en tout cas d'aller titiller les blessures. C'est ça, et surtout que ces derniers temps, on arrivait à faire des bons débuts de match, ce qui n'était pas le cas depuis le début de saison. Hein. On arrivait à faire des bons débuts de match et à prendre l'avantage. Donc si on pouvait éviter de retomber dans nos travers et de courir après le score et commencer à réellement s'imposer en seconde période, ce serait pas plus mal. Très bien. Ouais. Bon, on va finir par les pronostics du coup de ce match. Qu'est-ce que tu vois comme score, Yann? Le score, j'en ai pas trop, j'en ai aucune idée, mais je vois une qualification du H. Le score, franchement, c'est compliqué après tous ces matchs-là. C'est dur. C'est vrai qu'on se mouille sur les scores, puis en plus, vous devez suivre, si vous écoutez les émissions et voir les scores, des matchs qu'on n'est pas très bons. Donc effectivement. Là, le dernier, plus 14, quoi. Donc je vais peut-être pas dire qu'on va leur en remettre plus 14. Non, mais voilà. C'est qu'une qualification, oui. C'est une qualification, voilà. Ça me semble évident, et surtout, si on est professionnel, on est obligé de passer. Bon écoutez, je pense également que ça soit une victoire du H. Je pense qu'on ira taper les 30 buts quand même contre Ivry. Ah oui, là je suis d'accord. Mais par contre, peut-être une victoire de 5 buts. Allez, on va être gentil avec Ivry. Eh ben Yann, merci beaucoup pour... Je voudrais juste un petit mot. Vas-y. Vous en avez parlé la semaine dernière quand j'étais absent, de Dominique Bouziane et de son livre. Et donc je voudrais le remercier personnellement pour le livre qu'il m'a offert et la petite dédicace. C'est vraiment gentil. J'ai bien rigolé quand j'ai lu la première nouvelle. Il comprendra pourquoi.
Et surtout aussi, deuxième petit truc, c'est par rapport à Thomas Vilches. Qui est régulièrement pris en grippe par les supporters du H. Moi, à titre personnel, je ne m'étais pas gêné pour l'allumer quand il avait fait sa pseudo-interview avec Anti, Pelletier, machin, qui fait qu'on a ce conflit maintenant entre Gaël Pelletier et Thomas Vilches. Alors je voudrais juste remettre les choses à plat. Thomas Vilches est un excellent commentateur, qu'on l'apprécie ou pas, c'est un excellent commentateur, mais surtout il n'a jamais été anti-nantais, loin de là. S'il a ou pro-parisien, parce que d'autres vont dire qu'il est pro-parisien. Je pense que, comme disait Chirac, Paris, ça lui en touche une sans faire bouger l'autre. S'il a un club qu'il aime particulièrement, c'est Saint-Raphaël. D'ailleurs, il ne s'en est jamais caché. Et il a le droit d'être supporter et d'aimer un club, hein, comme nous. Donc il faut arrêter 5 minutes avec lui. Quand il vient, lui en plus est ravi de venir. Il adore l'ambiance de la H Arena. Qu'on lui foute la paix 5 minutes. Par contre, que le conflit entre lui et Gaël Pelletier s'arrête, parce que finalement, qui en pâtit sont les supporters, puisqu'il n'y a plus d'interview, donc sont les supporters. Ça en devient ridicule. Moi, je soutiens Gaël Pelletier. Je lui avais personnellement en plus témoigné mon soutien à l'époque. Et il m'avait répondu. Je trouve que Thomas Vilches avait été très mauvais. Alors, au mieux, il a fait preuve de maladresse. Au pire, avait été très mauvais. Mais maintenant, il est temps d'enterrer la hache de guerre. On ne demande pas qu'ils aillent se faire des bouffes ensemble ou qu'ils aillent faire la chenille. Mais qu'on passe à autre chose. Chaque fois, mais qu'on passe à autre chose. Et qu'ils soient professionnels l'un et l'autre et qu'on passe à autre chose et qu'on foute la paix à Vilches et qu'on avance, quoi. Voilà, donc on remercie Gaël pour la qualité du travail fourni, effectivement. Exactement. Au sein du club. Et puis on salue également amicalement Thomas Vilches pour la passion qu'il nous transmet sur chaque match lorsqu'il les commente. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup Yann de ces petites marques de témoignage. J'en profite également, comme tu disais, pour embrasser Dominique Bouziane, parce que si l'ambiance est belle, et je pense notamment au match contre Paris, Dominique il est responsable aussi pour quelque chose. Donc merci. Et Bertrand Consagrel. Et Bertrand également, tout à fait. Donc, et puis l'ensemble des bénévoles qui œuvrent pour l'organisation de ces matchs. Merci beaucoup pour cette 22e émission, Yann. Et puis, on fait une dernière bise aussi à notre ami Mika qu'on embrasse ce soir. Et puis, on espère vous retrouver la semaine prochaine, effectivement, pour la 23e émission de On refait le H. C'est ça, à la semaine prochaine. Et bisous, Mika, remets-toi bien.